Est-ce que tu pourrais me résumer ton film en quelques phrases? C'est l'histoire de Damien Cordonnier, qui est un jeune homme qui est en études de philosophie à Paris et qui va intégrer un groupe identitaire qui s'appelle Barrière Nationale. Donc c'est un groupuscule d'extrême droite géré par des jeunes, voilà, qui commence à être influent. Et en fait, de fil en aiguille, et puis d'un coup, surtout parce que ça arrive assez violemment, il va commettre un attentat dans une mosquée. Et la question du film, ça va être comment est-ce qu'il a fait cet attentat et surtout pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Et on va suivre en fait plein d'acteurs, des champs politiques, médiatiques, militants, qui eux vont tenter d'apporter leur regard sur qui est Damien Cordonnier profondément. Quels sont ces films ou ces documentaires qui t'ont inspiré? D'un point de vue formel, vraiment purement formel, et ça c'est pas que mon inspiration, c'est aussi l'inspiration de la monteuse avec qui je collabore, Maud Girard. On est des grands fans de Michael Haneke. Alors je parle pas d'un point de vue théorique en fait de ce qu'il raconte sur les sociétés bourgeoises, etc. C'est surtout la façon qu'il a de mettre en scène ses films. Et je pense que le film qui, vraiment d'un point de vue formel, a le plus inspiré un roman national, c'est 71 fragments d'une chronologie du hasard de Michael Haneke, qui est un film qu'il a fait alors dans les années 80-90, je me souviens plus exactement, et qui est un film très programmatique, en fait, exactement comme ce film-là, qui est hyper sec, qui présente énormément de plans fixes. Il y a un plan qui est incroyable où il y a un mec qui fait du ping-pong avec une machine automatique, et on le suit pendant 4 minutes à tabasser les balles de ping-pong à la suite, et tous les plans deviennent violents dans ce film. C'est vraiment ce que je voulais avec un roman national, c'est que chaque plan respire toute la haine, toute la violence, toute l'hypocrisie des groupes d'extrême droite. Pourquoi t'es-tu choisi toi-même pour incarner le personnage principal? De base, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, au scénario, j'avais écrit le personnage un peu comme moi, c'est-à-dire dans ma façon de m'exprimer, dans peut-être ma timidité, dans mon anxiété, j'ai voulu vraiment projeter à fond sur le personnage pour en fait arriver très rapidement dans l'écriture à quelque chose que je connaissais par cœur pour l'humaniser. Et en fait, on est allé en casting et on a rencontré, je crois, 3 comédiens. Et en fait, ça ne l'a pas fait du tout. D'un point de vue physique, ça n'allait pas. Je voulais une personne qui était assez maigre comme moi, en fait. C'était assez important, le truc physique. Et aussi, au niveau du jeu, c'était trop difficile. Et en fait, au bout d'un moment, on était, je crois, à 4 semaines du tournage, ou 3 semaines. Et j'ai dit à l'équipe, je vais le faire parce que, en fait, je pense que je vais être trop exigeant. Et ça a permis beaucoup de choses parce que, vu que je connais très très bien le monde de l'extrême droite, le vocabulaire de l'extrême droite, la façon de se tenir des personnes à l'extrême droite, même si le personnage est réinventé et assez unique dans ce qu'est, entre guillemets, le sociotype du militant d'extrême droite parisien, j'y ai mis beaucoup de mes connaissances et je pense que la crédibilité du film, du coup, arrive à mieux tenir grâce à ça. Ok, et ces acteurs justement, qui sont dans le film, du coup tu les connaissais d'avant ou comment s'est passé le casting? Je savais que ce serait un moment qui était hyper important parce que tout le film est basé en fait sur l'improvisation et le travail des comédiens par rapport au texte, etc. Donc il fallait des personnes qui avaient une capacité d'improvisation, qui étaient capables de se jeter à bras-le-corps dans des personnages qui sont pas forcément faciles. Du coup, j'ai bossé avec une directrice de casting et son assistant. J'écris des films où le scénario c'est vraiment qu'une base en fait, où je vais écrire des dialogues mais de façon hyper théâtrale, hyper terre à terre. Des trucs qui sont très très difficiles à jouer parce qu'en fait c'est pas du tout humain la façon dont c'est écrit. Mais en fait mon objectif à travers ça c'est que la personne qui va se retrouver face au scénario le relise et se dise bah, comment est-ce que moi j'humanise ce dialogue là, comment est-ce que je le rends cohérent par rapport à mon propre système oral en fait concrètement, parce que chaque comédien ou comédienne a sa façon de parler, a ses expressions, et moi évidemment bah, j'essaie de casser des gens qui en fait ressemblent à leur personnage, que ce soit d'un point de vue physique au niveau des stéréotypes ou que ce soit d'un point de vue oral dans l'univers culturel dans lequel ils ont grandi. Je trouve qu'une des plus grosses erreurs sur les films politiques, c'est de faire des films très dialogués, vu que l'univers de la politique, c'est un univers qui est basiquement très théâtral, où la parole a une importance extrême. J'ai l'impression que les cinéastes tentent de faire appliquer à 100% le scénario qu'ils ont écrit. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on a un espèce de décalage en tant que spectateur ou spectatrice, où on va sentir que ce sont des personnes qui jouent les personnages. Et en politique, je trouve ça gênant parce que du coup, ça rethéâtralise tout. Est-ce que ton film a un message? J'ai jamais trop aimé le terme message. Message, du coup, je pense que du coup, c'est très militant, en fait, dans l'application. C'est-à-dire, on va se concentrer sur une espèce de morale. Par contre, je pense qu'il a des thématiques, il a des questionnements qu'il impose. Tout le film
est fait sur la question du déguisement de l'extrême droite. C'est-à-dire comment est-ce que les néofascistes vont utiliser les moyens de communication, les moyens de propagande pour se faire passer pour ceux qui ne le sont pas. Une des phrases que j'ai le plus répétées à l'équipe technique pendant qu'on préparait le film, c'était je préfère un nazi avec une croix gammée sur l'épaule ou le bras qu'un nazi qui porte un costard et qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas en fait. Parce que concrètement, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui dissimule son idéologie, c'est-à-dire à la Jordan Bardella par exemple, une personne qui se fait passer presque pour un militant antiraciste, un militant qui se bat contre l'antisémitisme, en fait, un type comme... en fait, même si Éric Zemmour est très dangereux, s'il a échoué, alors c'est pour plein de raisons, c'est à cause du fait que je pense qu'il n'a pas réussi à raconter qu'il était parmi le peuple, qu'il était un représentant du peuple. Je pense qu'il est trop bourgeois, Zemmour. Mais il y a aussi un truc où Zemmour, il est trop extrême en fait finalement. Et il est extrême parce que ses conseillers de communication, Sarah Nafo, etc., tous les gens qui sont autour de lui, ont voulu le rendre comme un espèce d'extrême parmi les extrêmes, c'est-à-dire de frontaliser son propos. On lit son programme, c'est très frontal, etc. Mais c'est aussi pour ça que ça n'a pas marché. Un mec comme Bardella, il en pense pas moins que Zemmour, et pourtant, vu qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il a une force de frappe politique qui est beaucoup plus dangereuse. Si t'avais une baguette magique là, tu ferais quoi? Là, si tu pouvais... Moi, je les dégage tous, quoi. Je les dégage tous. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Maintenant, dans la posture qui est la mienne aujourd'hui, en tant que leader de Barrière Nationale, bien sûr, c'est un discours qu'on peut avoir avec nos membres, dans nos soirées, entre nous. Ok. Après, on est quand même résolument tourné vers l'extérieur. Ouais. On doit s'inscrire dans un contexte médiatique, notamment. C'est très important. Ok, ouais, non mais enfin, ouais. Mais on n'en pense pas moins, c'est évident. Est-ce que tu penses pas que le terrorisme d'extrême droite, c'est un peu secondaire? Les derniers attentats les plus mortels, les plus grands attentats, les plus impressionnants, les plus meurtriers, en fait, c'était des attentats djihadistes. Donc évidemment, ça, je comprends que ça puisse, de l'extérieur, paraître étonnant de parler du terrorisme d'extrême droite. Mais je rappelle qu'en France, récemment, il y a eu des attentats d'extrême droite. Le terrorisme, par définition, c'est l'application de la terreur. C'est un événement qui va distiller de la terreur. Quand un arabe se prend un coup de couteau parce que arabe, pour moi, c'est de l'ordre de la politique de la terreur. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a eu des attentats terroristes, hyper violents, avec Breivik notamment. Et puis, dans plein d'autres pays sur Terre, concrètement les États-Unis, avec soit les attentats d'extrême droite très frontaux, soit les attentats d'Incel, mais que moi je range dans la catégorie extrême droite parce que ce sont des idéologies aussi ultra-nationalistes. Il y a eu en Australie aussi, bon bref. En gros, c'est pas un phénomène qui est de l'ordre du fantasme. Le départ du film, c'est une observation, c'est que dans les médias, en fait, dès qu'il va y avoir un attentat d'extrême droite en France, par exemple, je prends Claude Cinquet, qui a tenté d'incendier une mosquée en 2019 et qui a tiré sur 2 pratiquants au même moment où il a incendié cette mosquée. Il va y avoir un processus dans les médias qui est un peu partout dans le monde, notamment et surtout dans les médias dominants, qui va se diviser en 3 parties, en 3 temps. Il va y avoir le temps de l'individualisation, c'est-à-dire que l'attentat va être individualisé en la personne du terroriste. Donc on va dire, oui, c'est une personne, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas dans un groupe politique. Claude Cinquet, par exemple, est un ancien candidat FNRN. C'est assez hallucinant comment c'était pas assez précisé, en fait. Donc il va y avoir l'individualisation, ensuite il va y avoir la psychologisation, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments psychiatriques pour montrer que cette personne est un déviant. Donc on va dire que c'est une personne souvent qui est seule, qui peut-être a des pathologies psychiatriques, je ne sais pas. Alors c'est souvent vrai, en fait c'est souvent le cas. Souvent ce sont des personnes qui ont des pathologies psychiatriques et c'est prouvé par des psychiatres lors des procès. Est-ce que ça suffit à définir l'acte d'un individu ? Je pense pas. Et je pense que ça arrange bien les gens quand... En fait, on va dire que Claude Cinquet était un peu foufou, que dans sa ville, en fait, il était vu un peu comme le vieux fou, etc. Je crois pas que, par exemple, dans le cas des attentats djihadistes, on ait dit qu'un des djihadistes était fou ou avait des pathologies psychiatriques. Et en fait, je pense que quand bien même ce serait le cas, d'un point de vue médiatique, tout le monde s'en foutrait, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'idéologie. Ce qui compte, c'est l'acte derrière. Pourtant, dans le cas de l'extrême droite, on va souvent relativiser quand même. Donc il va y avoir toute cette psychologisation qui va être utile aussi au niveau du procès, parce que forcément, comme c'est le cas de Claude Cinquet, le parquet antiterroriste n'a pas du coup été saisi.
Parce que justement, on a considéré que son état était altéré en fait au moment des faits. Et en fait, tout ça, ça mène au dernier point, qui est la désidéologisation d'un attentat, ou sa dépolitisation, pour dire les choses plus simplement. C'est-à-dire que l'individualisation et la psychologisation vont faire qu'on va enlever toute la substance politique de l'acte. Et on va plus parler en fait du côté politique. Et en fait, par rapport à Claude Cinquet, dans les médias, on a très peu parlé du fait, alors il y en a quelques-uns qui ont fait leur travail correctement, mais on a très peu parlé du fait que c'est un type quand même qui a écrit un bouquin en 2013, où c'est un bouquin où en gros il parle de son idéologie islamophobe et il en vient à des conclusions qui sont racialistes, islamophobes, ultranationalistes en fait concrètement. Son état avait beau être altéré, il est le résultat d'une idéologie, il est le produit d'une idéologie. Marine Le Pen qui condamne un attentat d'extrême droite, elle le fait parce qu'elle sait que sa condamnation va jouer en la faveur de l'individualisation de l'acte et donc en la faveur de la dépolitisation de l'acte. L'absolu de l'extrême droite, c'est l'élimination de l'ennemi. C'est-à-dire si on ne réémigre pas l'ennemi, et ben alors il faut l'attaquer avant qu'il nous attaque. En gros, les immigrés, parce que c'est l'espèce de fourre-tout qui inclut les musulmans, les arabes, enfin en gros toutes les personnes racisées en France, où on confond les musulmans et les arabes en plus, enfin bref, on est en train de les mettre dans le packaging immigré, et les immigrés sont un problème bactériologique en France. Si l'État ne fait rien, si les partis politiques d'extrême droite n'arrivent pas au pouvoir, eh bien ce sont aux Français de concrètement défendre la nation, avec tout le récit du grand remplacement, le grand remplacement qui menace l'identité française, enfin qui est censé menacer l'identité française, c'est une théorie complotiste, hein, une théorie mensongère. Ça c'est une théorie où concrètement pour se défendre, on ne peut que prendre les armes en fait. À la fin, on arrive vers ce type de raisonnement. C'est pour ça que l'extrême droite, c'est devenu un des plus grands dangers en Europe de terrorisme. En France, je crois depuis 2017, bon je sais plus les chiffres exacts, mais je crois que ce sont plus de 10 attentats qui ont été déjoués en France d'extrême droite. Sans parler du projet Waffenkraft récemment, et sans parler des attentats qui ont eu lieu en fait. Donc c'est une idéologie qui programmatiquement est faite pour mener à la mort ou à la souffrance physique. Voilà. Ce n'est pas qu'une idéologie de l'exclusion en fait, et c'est ça que j'ai voulu rappeler. Pour revenir un peu plus sur le contenu, tu montres à l'image des personnages auxquels l'audience, enfin le public peut avoir du mal à s'attacher. Oui. Je pense que c'est important de se placer du point de vue de l'ennemi en fait. Qu'on soit en fait un militant Rassemblement National ou non, pas un militant mais un votant Rassemblement National ou non, c'est important aussi de savoir en off qu'est-ce qui se passe en fait chez les dirigeants et les dirigeantes des partis politiques. Je pense que c'est la grande force de la fiction, que le documentaire ne peut, en temps normal, pas forcément dévoiler, mais c'est tout ce qui se passe que le public ne voit pas. Les stratégies de communication, on ne voit presque jamais des politiciens ou politiciennes assumer comment ils vont manipuler les gens, parce qu'en fait la politique c'est constamment de la manipulation et tout le monde a signé ce contrat, ou même quand on est dans on va dire les forces d'opposition, on sait que la personne qui va nous adresser un discours nous manipule en fait. Mais la question c'est quand est-ce qu'on montre en fait ce truc de manipulation très concret. Forcément ce sont des personnes qui sont antipathiques, mais j'espère apporter un peu de nuance dans ce qu'ils sont. Le film, bon forcément les condamne, mais en même temps cherche à expliquer certaines choses qui font qu'ils en arrivent à ça. Le film laisse quand même un goût assez amer dans la bouche, il y a un certain côté fataliste à sa fin. Est-ce que t'as pas peur de décourager le public qui va le voir et te dire que en fait, tout est déjà perdu d'avance ? Il y a un côté très fataliste, parce que je pense qu'il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle a gagné. Ou du moins elle est en train de gagner. Elle est en train de gagner culturellement, elle est en train de gagner matériellement, elle est en train de gagner politiquement, elle est en train de gagner sociologiquement, que ce soit au niveau de comment elle arrive à contaminer les votants et votantes, ou tout simplement comment elle arrive à s'imposer dans les appareils d'État, les appareils démocratiques. Donc moi je pense que voilà, il y a un truc très fatal où ils ont gagné. Maintenant, Marine Le Pen n'est toujours pas à la tête de l'État, donc ça enlève beaucoup de problèmes actuellement en France. Quand même, ce serait une catastrophe absolue, surtout pour nos citoyens et citoyennes issus des minorités. Mais entre-temps, jusqu'à 2027, donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour renverser la donne. Voilà, après, je pense qu'un film sur cette question-là ne peut qu'être violent. Ça aurait été indécent de donner de l'espoir à la fin avec un espèce de héros qui arrive et qui empêche l'attentat ou qui arrive à gagner face aux méchants néofascistes, etc. Dans le monde, il n'est pas comme ça. Et voilà, il vaut mieux décrire les structures dans leur inévitable violence et leur inévitable force pour mieux justement combattre ces structures. Il n'y a qu'en les connaissant qu'on pourra les combattre concrètement. Voilà.